À vue d'esprit, Pierre-Yves Moret. L'écrivain Christian Bobin est notre invité toute cette semaine, un homme à la fois discret et généreux qui s'intéresse autant aux fondements de la vérité qu'aux émotions les plus simples. L'écrivain pratique une poésie du quotidien pour parler de l'éternité et déroule sa pensée tout au long de la discussion comme une petite pelote de lumière. Dernière émission de notre série intitulée « Les étincelles de Christian Bobin » proposée par Céline Auclin et réalisée par Bastien Meucli. Bienvenue mesdames et messieurs pour le dernier volet de cette série à vue d'esprit. Cette semaine, nous vous proposons donc la rencontre avec Christian Bobin, l'auteur qui a publié récemment Un assassin blanc comme neige, c'est paru aux éditions Gallimard, c'était en mai. Céline Auclin, c'est vous qui êtes allée chez lui le rencontrer, vous l'avez d'ailleurs rencontré juste après la sortie de son livre. Exactement, début mai, dans sa maison, proche du Creusot, en Bourgogne, un endroit qu'il n'a pas quitté depuis qu'il est né, ou très rarement. Il y est né en avril 1951, et très vite, le nez dans les livres, l'enfant a grandi et grandi, les yeux grands ouverts. Ce sens-là qui domine chez lui, la vue. La vue, c'est, dit-il, plus qu'important, et il ajoute non sans rire, c'est par mes yeux de chair que je vois Dieu. Dieu très présent d'ailleurs dans ses ouvrages. On a entendu dans l'émission de mercredi la dimension spirituelle, voire chrétienne, plus ou moins explicite de ses ouvrages. Ouvrages qui pourtant ne sont pas des traités de théologie, mais qui sont plutôt du côté de la poésie, clairement. Exactement. Mais alors, avant de faire son travail de poète et de restituer les étincelles de vie dans ses textes, Christian Bobin a exercé plusieurs métiers, au sein d'une bibliothèque municipale ou encore dans un musée. Puis quand il publie, il le fait d'abord dans de toutes petites maisons d'édition, chez Fata Morgana, Lettres Vives par exemple, jusqu'à ce que les éditions Gallimard le happent avec Le Très Bas en 1992, et là c'est le sacre. Dans une biographie de quelques lignes que l'on trouve dans L'Enchantement simple et autres textes aux éditions Gallimard, il est dit de lui, vers 1980, apparition de l'écriture, L'Enchantement simple, Souveraineté du vide, La part manquante. Les livres s'avancent avec l'aplomb des somnambules, bras tendus dans le noir. À qui ne supporte pas le rien du monde, la littérature propose son opium. Un engourdissement revient, lentement. 1999, mort de son père. Point. Assez dormi. Point. Oui, mais alors c'est assez inspirant comme formule de biographie. D'ailleurs... Non, mais c'est dire si les événements de la vie sont très marquants et ont une incidence sur ce qu'il livre. Il l'a d'ailleurs mentionné à plusieurs reprises dans les émissions précédentes. Mais Céline, dans le parcours que vous citez, vous m'aviez dit en préparant cette série d'émissions qu'il a aussi fait de la philosophie. Tout à fait. Il en a fait à l'université, mais ce n'est pas une voie qu'il a poursuivie. Alors aujourd'hui, ensemble avec lui, avec Christian Bobin, on va évoquer ce parcours et essayer de comprendre pourquoi il a quitté la philosophie. J'ai fait de la philosophie, et puis je l'ai quittée, mais j'ai des souvenirs éblouissants de lecture de Platon, de Spinoza, de l'éthique. Puis j'ai quitté parce que les questions des philosophes n'étaient pas mes questions. Donc je ne pouvais pas m'intéresser aux réponses. C'est bête à dire, mais je ne me suis jamais interrogé sur le sens de cette vie. Il me semble que la réponse nous vient de tous côtés beaucoup plus vite que la question, avant même la question. Voilà. Par contre, je lis toujours Pascal, j'aime beaucoup les pensées de Pascal. J'aime énormément Montaigne, avec lequel Pascal est très dur, trop dur. Ou Simone Veil aussi, que je peux lire de temps en temps. Alors, qu'est-ce qu'ils ont par exemple ces trois-là ? Ils ont Pascal, Montaigne ou Simone Veil, ils ont une pensée qui est pas comme un gros pain dur comme ça sur la table, c'est une pensée en miettes, en fragments. Moi, je peux me nourrir que comme un moineau, c'est-à-dire je vais d'une chose à une autre. Et ma pensée est un moineau, mes yeux sont des moineaux, ils sautillent. Et donc quel est le problème de la... C'est vrai qu'il y a un problème de la philosophie, mais qu'est-ce que c'est le problème ? Parce que... Moi, je pense beaucoup à une forme d'enfermement. On n'en sort pas. Moi, c'est l'impression que ça me donne. C'est-à-dire que quand je me plonge dans une pensée philosophique, j'ai le sentiment que c'est un marasme. Je ne vais pas me faire bien voir ou bien entendre. Un marasme ? Je ne sais pas si je dirais ça, mais ce que je dirais,
Bon, prenons l'éthique. L'éthique de Spinoza, c'est une très belle construction, extraordinaire, mathématique, enfin sous forme mathématique ou géométrique, et puis on avance proposition par proposition, et alors le corps c'est ceci, la pensée c'est cela, et Dieu c'est encore ceci, cela, et bon. C'est très très beau. Il y a des belles choses chez lui, parce que par exemple, je me souviens d'une phrase disant, une note disant « Nous sentons et nous éprouvons que nous sommes éternels ». Ça, j'aurais aimé le trouver. Nous sentons et nous éprouvons, sous-entendu, aujourd'hui, maintenant, que nous sommes éternels. Alors, ce qui était très étrange, par exemple, si on entre dans la lecture d'un livre de Spinoza, très représentatif de ce que sont les philosophes, ça marche quand on est en train de le lire, et puis quand on ferme le livre, on ne sait plus où on en est, ça marche plus. Ça marche plus, c'est comme s'il n'y avait plus de piles dans la lampe. Oui, c'était peut-être ça quand maladroitement je parlais de marasme. En fait, ça manque de... Je trouve que la philosophie manque de chair. C'est peut-être trop abstrait. Oui. La vraie pensée, pour moi... si on veut voir la vraie pensée, je demande juste qu'on me croit sur parole, c'est qu'on aille voir un livre qui s'appelle La Foudre, de Lydie Datas. La Foudre, c'est un livre qui se passe dans l'univers du cirque. C'est un livre réel, hein. C'est un livre de mémoire où on voit l'enfance auprès d'une mère comédienne, d'un père qui tient l'orgue de Notre-Dame de Paris. Tout ce beau monde s'en va en Angleterre. La pauvreté arrive. Et puis, celle qui donc écrit cette histoire, Lydie Datas, elle se trouve épousée à un fils Bouglione. Et pendant 20-25 ans, elle va vivre au cirque d'hiver. Et elle découvre, c'est ça le sujet de son livre, le vrai sujet de son livre, elle découvre que la pensée n'est pas le fait des théologiens, la pensée vivante, la pensée la plus profonde n'est pas le fait des théologiens, n'est pas même le fait des philosophes, elle est le fait des gens que l'on qualifie de façon méprisante de primaires. C'est-à-dire que ces gens qui sont en contact direct, massif, brutal avec la vie, et qui en retirent des échardes et des flammes de paroles qui ressemblent parfois à des proverbes et qui peuvent parfois être très crues, mais qui toujours contiennent une sagesse extrêmement profonde. C'est, si l'on y songe, la même chose qu'on trouve dans la Bible, parce que la plupart des prophètes de la Bible sont quasiment illettrés. Les grâces du ciel tombent sur la tête d'un berger qui n'y pouvait rien, qui n'avait rien demandé. Et puis, que ce soit dans l'Ecclésiaste ou dans les Proverbes, on trouve une densité d'expérience de la vie. Et je crois que l'intelligence réelle, celle qui nous aide, celle qui va nous aider, il y a toutes sortes d'intelligence, mais l'intelligence qui va vraiment nous aider, c'est celle qui naît d'un noyau charnel, d'un noyau concret de la vie, d'expérience. Et c'est celle-là qui va le plus loin, me semble-t-il. Et elle n'a pas le cachet, elle n'a pas le tampon de la philosophie. Elle n'a pas le tampon universitaire de la philosophie. Mais elle n'en a pas besoin. Ni même celui de la culture. Parce que finalement, c'est aussi ça. C'est ça, voilà, c'est ça. Effectivement, elle n'a pas non plus le cachet de la culture. Elle n'a aucun cachet. Et c'est une parole un exemple presque impudique. Pas vraiment, mais presque impudique. Ma mère, elle va bientôt avoir une centaine d'années, 100 ans. Elle a, Dieu merci, toute sa présence d'esprit. Et je l'ai vue il y a quelques années, quand elle a été un peu atteinte par un mal dans les jambes, devant, à ce moment-là, envisager une vie tout à fait différente. Mon père était déjà partie depuis un certain temps, mort depuis un certain nombre d'années. Elle était toute seule dans sa maison. Et puis là, il s'est trouvé qu'elle ne pouvait plus, comme ça arrive à un certain moment donné de la vie. Et à la suite d'un accident, pas grave, mais handicapant qu'elle a eu, elle a été emmenée à l'hôpital. Quand on m'a prévenu, évidemment, je suis tout de suite allé la voir. Et elle m'a dit, comme pour résumer l'expérience qu'elle venait de faire, ce tutoiement des abîmes qu'elle venait de connaître pendant quelques heures, d'une manière presque pascalienne, elle m'a dit « À partir de maintenant, il faut penser autrement ». Et c'est une parole qu'elle se disait à elle-même.
Comment peut-on exprimer mieux, ma mère n'est pas une intellectuelle, le passage que chacun de nous fait à un certain moment, par le biais d'une épreuve, d'une base de la vie à une autre base de la vie. Appelons ça un tremblement de terre. Comment peut-on exprimer plus profondément, avec plus d'acuité et de précision, et résumer l'épreuve d'un tremblement de terre psychique, moral? À présent, il faut penser autrement. Ça veut dire que le temps s'est trouvé scindé. Il y a eu un avant et un après. C'est exactement ce qu'on appelle, ce qui se passe pour toutes les vies, ce qu'on appelle des épreuves, des césures, des coupures radicales, qui peuvent être amenées par bien des choses. Un accident, ici c'était un accident physiologique, mais ça peut être amené par une rupture, par une trahison, par des tas de choses, ça peut être amené. Mais comment le résumer mieux, l'exprimer mieux que de cette manière en même temps très hautaine, très noble, très fière? À présent, il faut penser autrement. C'est ça que j'appelle la vraie pensée. C'est ça que j'appelle la vraie intelligence. Elle ne vient pas des livres, nécessairement. Elle ne vient pas, en tout cas, de la culture. Elle ne vient pas de la philosophie assise, institutionnelle. Elle vient tout simplement d'une sorte au fond du courage, d'une sorte de fermeté, de saisissement de la vie en un seul point. Au fond, oui, je m'aperçois en tâtonnant, en parlant avec vous, devant vous, que la meilleure définition que je donnerais de la vraie intelligence, que j'appelle la vraie intelligence, c'est tout simplement de faire face. Et c'est le courage. Et ça s'apprend pas dans les écoles. Je vais vous lire, si vous permettez, parce que je l'ai à ma droite. Voilà. C'est la page du livre qui s'appelle La Foudre de Lydie Datas, c'est publié au Mercure de France, et c'est la page 14. Tout ce qui est déposé dedans est vrai, a été vécu à fond. Et là, je situe la page que je vais vous lire, elle correspond au moment où la vie de cette jeune femme, vers ses 18-19 ans, elle entre dans le cercle d'hiver, où va se jouer sa destinée, c'est-à-dire son mariage à un fils Bouglione et tout ce qui va suivre. Je lis. Une ouvreuse au col douteux me plaça dans une loge de bois rouge. À peine installée dans ce cadre antique, 3000 ans de civilisation s'évanouirent. La pensée qui me chaperonnait depuis toujours défit sa chevelure et s'assit à mon côté sur un trône de crottin doré. Les croupes neigeuses des chevaux qui valsaient en déféquant et les murmures extasiés des enfants m'émurent de vérités vivantes. J'avais agonisé des siècles au fond d'un mouroir savant. La naïveté du spectacle me vengeait des carcérales années d'études. La panthère noire promenait sa luxueuse fourrure de chez Dieu. Le crottin sortait plus royalement des fesses du cheval que les phrases du cerveau d'un lettré. Voilà, on ne peut pas mieux dire. On ne peut pas mieux dire. C'est la vérité et la vie qui sont sœurs l'une de l'autre. Elles sont mauvaises filles au fond. Elles sortent toujours des mauvais lieux. Elles ne sortent pas des lieux convenus, convenables, où l'on voudrait les assigner à demeure. Elles ne sortent pas de ces lieux-là. Elles arrivent toujours d'un endroit imprévu. Toujours, toujours, toujours. Et par exemple, du cercle d'hiver. Elle sort de la bouche en or de gens qui ne savent pas lire. C'est inattrapable, insaisissable, la vérité, comme la vie. Inattrapable, insaisissable. Et je crois vraiment qu'il n'y a pas d'école pour ça. Il n'y a pas de technique, comme on disait l'autre jour. Il n'y a pas vraiment de technique. C'est ce qui nous touche aussi. Oui, oui. La vérité, c'est ce qui bouleverse. Le socle de la vérité remue la terre du cerveau, comme ça. Et c'est à ça qu'on la reconnaît, au fond. C'est à ça qu'on la reconnaît. Et du coup, c'est à ça qu'on reconnaît qu'on est vivant, parce qu'on est loin de
d'en avoir conscience tout le temps. Et puis c'est sans doute normal. Mais c'est à ça qu'on reconnaît qu'on est vivant. C'est que tout d'un coup, il y a comme une trace, une ouverture au couteau de notre cerveau. Par l'émotion, par l'imprévu. Oui, parce que l'émotion, ça peut être dangereux aussi. Hein. Je suis d'accord. Ça peut... Le sentimentalisme est dangereux. Mais... Comme le sensationnalisme. Voilà. Ou comme le spectaculaire, si vous voulez. Voilà. Mais en fait, quand je parle d'émotion, je parle d'un bouleversement. Mais ce qui est bouleversé en nous à ce moment-là, c'est une pensée qui vient. Je n'oppose pas l'intelligence et l'émotion. Je dis que la vraie intelligence, c'est une pensée en fait incarnée. Voilà. Est-ce qu'on pourrait parler simplement de bon sens ? C'est-à-dire que parfois, on se trouve dans des situations et on se dit, cette personne, quel que soit son niveau d'éducation, peu importe, fait preuve de bon sens. Le bon sens, c'est une chose très profonde, très très profonde. Et c'est une chose que ce monde a perdue, pratiquement perdue. Et c'est une des choses les plus importantes qui soit. Une des choses les plus importantes qui soit. Si on me demandait la caractéristique d'un saint ou d'une sainte, je dirais que c'est d'abord le bon sens. Thérèse d'Avila est une femme qui avait énormément de bon sens. Il en faut pour créer des monastères, pour diriger des religieuses, pour parler avec les puissants sans s'en laisser compter. Il en faut. Le bon sens, c'est la grande lumière. C'est la grande lumière. Et c'est ce qu'on est en train de perdre. Mais c'est effectivement la plus grande lumière qui soit. Parce que c'est le sens même de la vie. Vous savez, quand un luthier travaille un bois ou quand un charpentier ou un menuisier travaille un bois, il est toujours mieux de le travailler dans le sens du bois, dans le sens des veines du bois. Eh bien, le bon sens nous aide à travailler dans le sens des veines de la vie. Parce que sinon, ça se rompt, ça se brise. Sinon, on passe en force. Et ça n'est pas bon. Le bon sens, c'est juste épouser ce qu'on voit. L'aimer et l'épouser. Aller dans le sens de ce qu'on voit, j'entends de ce qu'on voit de noble de la vie, de ce qu'elle a en elle-même profondément de bienfaisant. Le bon sens, c'est la voie royale. Un petit poème pour la route ? Là, c'est un livre qui s'appelle Dieu en poésie, mais je crois qu'il n'existe plus maintenant. Mais il me permettra de parler de Jean Grosjean, qui a fait cette anthologie et qui est un des plus beaux penseurs de cette époque. La pensée de Jean Grosjean, on la trouve dans plusieurs livres de lui, notamment l'Ironie christique, qui est un livre assez ardu, mais qui est dense comme un buisson ardent. On peut la trouver aussi dans des livres de... Il y a un petit livre paru chez Bayard qui s'appelle Si peu et qui est magnifique, de Jean Grosjean. En gros, pour le dire très très vite, et donc de façon injuste, un peu lapidaire, la vérité, pour lui, c'est ce qui est dans le face-à-face entre deux personnes. Nulle part ailleurs. Un homme est en face d'un autre, le Christ est en face de Ponce Pilate, ou un malade est en face du Christ, ou deux personnes, toutes simples, sont en face l'une de l'autre, et la vérité est dans l'échange qu'elles ont, dans l'instant qui se passe entre elles, dans la manière qu'elles ont de se fuir, ou de se trouver, ou de se reconnaître. La vérité, c'est un visage. C'est pas une chose, c'est pas une formule qu'on peut mettre dans un livre, ou qu'on peut mettre au-dessus, au sommet d'un échafaudage de concepts, de philosophie. Non, c'est un visage, c'est une présence, toujours une personne face à une autre, et jamais une personne face à une foule, parce que ça c'est plutôt le diabolique. Toujours une et une. C'est ma façon de résumer un peu abrupte, de résumer la pensée de Jean Grosjean. Dans cette anthologie Dieu en poésie, il a publié un poème de Coventry Patmore. C'est un des poèmes que moi je mets au plus haut. Coventry Patmore est un poète anglais. Je suis très touché par des poésies parfois très très simples, mais simples comme le chant d'un oiseau, et consolantes autant.
Par exemple, certains poèmes de Verlaine, ou celui-là que je vais vous lire. Donc, de Coventry Patmore. Ça s'appelle Les Babioles. Mon petit garçon, avec ses yeux pensifs, ses gestes et ses mots tranquilles de grande personne, m'a désobéi pour la 7e fois. Et je l'ai frappé, je l'ai renvoyé durement sans l'embrasser, car sa mère, qui était patiente, est morte. Puis j'ai eu peur que le chagrin l'empêche de dormir, et j'ai été le voir dans son lit, mais il était dans un profond sommeil, paupières battues et cils encore mouillés de son dernier sanglot. Alors, ému, je l'ai embrassé, et mes larmes remplaçaient les siennes, car sur une table tirée à son chevet, il avait mis à portée de sa main une boîte de jetons et une pierre veinée de rouge, un bout de verre usé par la plage et 6 ou 7 coquillages, une bouteille avec des campanules et 2 sous français, le tout rangé avec soin pour consoler son pauvre cœur. Et ce soir-là, dans ma prière, j'ai pleuré, j'ai dit à Dieu, « Ah, quand à la fin nous serons couchés sans un souffle, et que morts, nous ne te blesserons plus, tu te rappelleras de quelle babiole nous avons fait nos joies, et comme nous avons peu compris ta grande loi de bonté. Alors tu ne seras pas moins père que moi, dont tu as pétri l'argile. Tu laisseras ta colère, et tu diras, voyons, ce sont des enfants. » Je pourrais pas dire mieux, je peux juste l'abîmer en le commentant, donc je ne vais pas le commenter. Ça, ce sont parmi les auteurs que vous lisez principalement, qui vous nourrissent. Oui, il y a beaucoup d'auteurs que j'aime beaucoup, je regarde beaucoup Montaigne, Pascal, je regarde beaucoup des gens comme ça. Je dis des gens comme ça parce que c'est comme des voisins, si vous voulez, c'est comme des voisins. Tout d'un coup, ils sont assis en face de moi. Je lis de la poésie aussi. Bon, je lis un petit peu trop même peut-être. Je lis un petit peu trop, mais c'est comme un alcoolique qui dirait qui boit un petit peu trop. C'est-à-dire beaucoup en fait. Donc je lis beaucoup, mais il y en a 3 au fond, je crois que j'ai cité dans le cours de ces entretiens, Lydie Datas, Jean Grosjean et André Dautel. Pour pas éparpiller l'attention, je crois que je vais me limiter à ceux-là. Parce que si on me fait crédit et si on va voir un de ces 3-là, forcément, on va dérouler la pelote de laine, la pelote de soleil, et on en trouvera beaucoup d'autres qui ont rapport à cela. Enfin, beaucoup d'autres. Pas tant que ça, mais ces gens, ils sont un petit peu maquisards, si vous voulez. Ils tiennent le maquis. Ils sont entrés dans une résistance douce depuis toujours à ce monde implacable. Ils sont plus que précieux. Parce qu'ils parlent bien de la vie. Et quelqu'un qui parle bien de la vie, comme eux, ben c'est un frère ou une sœur. La voix de Christian Bobin, l'écrivain foudroyé, pourrait-on dire, foudroyé par la littérature, par la vie, la simplicité, la douleur et le bon sens, Céline Auclin. Dans les écrits qu'il vient de mentionner, ce sont autant d'écrits à ajouter à ceux déjà nombreux de Christian Bobin. Oui, et pour saisir un maximum de sa pensée, moi je recommanderais un ouvrage, La lumière du monde, mais attention aussitôt, je mets un bémol, car je n'ai de loin pas tout lu de lui. Donc c'est une proposition, La lumière du monde. Parce qu'il a publié, effectivement, vous le disiez, un peu plus de 50 ouvrages à peu près, des ouvrages divers, des romans, des fragments. Oui, c'est difficile de savoir exactement, parce que tout n'est pas mentionné. Donc, étant donné qu'il continue aussi à publier des ouvrages et des recueils dans des maisons d'édition un peu moins connues,
c'est pas évident de faire le compte. Alors Céline, cette semaine, on a bien compris quelque chose de cet écrivain Christian Bobin et de ce qui le nourrit, de ce qui le motive. Si vous deviez ne garder qu'une seule image de votre rencontre, ce serait laquelle ? Sans hésiter, ce serait celle-ci qui éclate après une pleine et réelle minute de rien. C'est parfait. C'est parfait. Des grenouilles, c'est parfait. Le rire généreux, très généreux même, et joyeux de Christian Bobin. Céline Auclin, évidemment, il faut que vous expliquiez pourquoi vous aviez enregistré une minute de silence et qu'est-ce qui s'est passé. Alors, la minute de silence, c'est une habitude que l'on a, que vous avez aussi, Pierre-Yves, à l'intention, par exemple, de Bastien Mecly, qui réalise cette série d'émissions. C'est pour capter, en fait, le son d'ambiance, pour pouvoir après faire les montages correctement, avec toujours le même son du moment. Alors, on demande à l'intervenant, à l'interlocuteur de faire une minute de silence. Et là, on peut imaginer, Christian Bobin se prête au jeu très facilement. Et tout à coup, un bruit, des gargouillis. La fin. La fin, exactement. Merci beaucoup Céline Auclin en tout cas pour cette rencontre et puis on espère qu'on vous retrouvera prochainement dans Revue d'Esprit, pourquoi pas ? Mais ce sera avec plaisir. Merci aussi à David Mestry, notre collègue qui officie sur Initial, entre autres, le dimanche matin et qui, à cette occasion, rencontre régulièrement Christian Bobin qui offre aux auditeurs des chroniques. Je crois que c'est sur le coup des 8h, 8h15. Merci également à la documentation écrite qui m'a donné énormément de matière sur cet auteur poète Christian Bobin. Merci Céline, on vous retrouve bientôt, nous espérons. Profitons encore de remercier Bastien Mecly qui a réalisé les émissions de cette semaine, ainsi que notre assistante de production Idlette Salzman. La semaine prochaine, À Vue d'Esprit sera fidèle au rendez-vous et c'est Marie-Claude Cudry que vous retrouverez. Elle vous propose une série consacrée à l'utilité des démons. Pour l'heure, restez à l'écoute d'Espace 2. Juste après les informations, vous avez rendez-vous avec Zone Critique. Nous vous souhaitons d'ores et déjà un très bon week-end. Cette série vous a passionné, vous souhaitez la réentendre ou vous avez manqué un épisode, vous pouvez commander une partie ou l'entier de la série en nous appelant au 021 318 60 70. 021 318 60 70. Vous êtes à l'écoute d'Espace 2, il est 11h.